Bonjour, bienvenue au podcast du Journal de Nathalie. Alors aujourd'hui, on parle d'antidépresseurs. Il y a beaucoup de mythes qui circulent présentement sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes de médias par rapport à la prise de médicaments pour soulager la dépression. Alors aujourd'hui, on en parle avec nos deux invités, Marie-Hélène Lully et Lourdine Sauveur. C'est maintenant! Bonjour, bienvenue au podcast du Journal de Nathalie. Alors aujourd'hui, on va parler des antidépresseurs avec nos invités, Lourdine Sauveur, psychiatre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu et Marie-Hélène Lully, médecin de formation qui est maintenant interprète et qui travaille pour... Interprète et traductrice médicale pour le réseau de la santé et des services sociaux. Exactement. Donc, on va parler ensemble aujourd'hui de la prise de médicaments pour aider lorsqu'on a des troubles de santé mentale, que ce soit je parlais d'antidépresseurs, mais que ce soit la dépression ou les anxiolytiques, etc., les différentes classes de médicaments. On va parler de tout ça, on va essayer de défaire les mythes qui entourent ces sujets-là. Et tout de suite, on va voir ensemble notre texte biblique qui accompagne le sujet du jour. Donc, le texte se trouve aujourd'hui dans Genèse 30, les versets 14 à 16. Donc, je vais lire pour vous. Éternel, ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi et que nous puissions découvrir tes mystères. Amen. Donc, Genèse 30, versets 14 à 16. Pendant la saison de la moisson du blé, Réhouven sortit, trouva des mandragores dans le champ et les apporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils, afin que je sois féconde. » Elle répondit, « N'est-ce pas assez que tu aies pris mon mari? Dois-tu aussi prendre les mandragores de mon fils? » Rachel dit, « Très bien, en échange des mandragores de ton fils, tu coucheras avec lui ce soir. » Le soir, lorsque Yaakov revint du champ, Léa sortit à sa rencontre et dit, « Tu dois venir coucher avec moi, car je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. » Et Yaakov coucha avec elle ce soir-là. Dieu écouta Léa, et elle conçut et enfanta un 5e fils à Yaakov. Que Dieu daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Donc, j'ai quand même lu le verset 17. J'ai débordé un petit peu sur la section que je voulais voir avec vous. Mais en fait, je voulais juste parler en fait de cette situation-là ici autour des mandragores. Parce que souvent, lorsqu'on parle de ce récit-là, on va souvent mettre en lumière le fait que Réhouven, ou Reuben selon la traduction francophone, a été dans les champs, qu'il a trouvé des mandragores et qu'il les a apportés à sa mère. Et on va mettre l'accent beaucoup sur les effets de ses capacités de fertilité. Mais ce qu'on sait moins ou ce qu'on ne comprend pas de l'utilisation des mandragores à cette époque-là, c'est que les mandragores avaient d'autres propriétés. Voilà, merci beaucoup. Avaient d'autres propriétés que juste le fait de stimuler la fertilité. D'ailleurs, Léa était quand même une femme fertile. Donc, le fait d'avoir des mandragores, c'était pas nécessairement pour pouvoir porter des enfants. Ça devait probablement être pour autre chose. Qu'est-ce que ça pouvait être? Donc, lorsqu'on regarde le récit, l'histoire entourant la rivalité entre Rachel et Léa, donc les deux femmes de Jacob, il y en a une qui était aimée, Rachel, et Léa n'était pas aimée. Donc, dans cette situation-là, on peut s'imaginer qu'une femme qui partage son conjoint, son mari, avec sa sœur et qui se trouve à être le second choix peut vivre certains sentiments comment je pourrais dire ça, se sentir sous-estimé ou se sentir délaissé, rejeté, se sentir moins jolie, moins attrayante, d'autant plus qu'elle était l'aînée. Donc, il y a toutes sortes de sensations, de sentiments qui peuvent habiter une personne qui vit une situation comme ça. C'est sûr que les textes nous parlent de cette rivalité-là entre les femmes, mais on perçoit par moment la détresse de l'une et de l'autre. Les deux étaient en détresse, en fait. Rachel, parce qu'elle ne pouvait pas enfanter, et Léa, parce qu'elle n'était pas aimée. Donc, les deux vivaient des situations quand même assez difficiles. Et semble-t-il que Léa utilisait les mandragores pour pouvoir soulager la douleur qu'elle vivait. Parce qu'une des propriétés des mandragores était aussi les effets hallucinogènes qu'elles avaient.
Et on les a utilisés pendant des siècles pour justement améliorer l'humeur, tout ce qui entourait justement la déprime, etc., se relaxer un petit peu. Donc ça, c'était une des propriétés des mandragores à côté de l'effet fertilisant. Donc ici, c'est intéressant de voir que dans la Bible, on utilisait déjà des substances pour pouvoir altérer son humeur, que ce soit le vin, mais là, très précisément, c'était une substance avec des propriétés médicales, parce qu'on utilisait aussi les mandragores pour traiter différents maux, etc., mais aussi pour traiter l'humeur. Donc, c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui est quand même assez ancien, puis on le voit ici dans ce passage-là. Donc, je vais m'arrêter ici pour le moment avec cette histoire, puis on va revenir vers la fin pour expliquer un petit peu en détail qu'est-ce que Dieu va faire par rapport à cette situation de détresse de l'une et de l'autre. Mais ce qu'on voit en fait de nos jours par rapport à l'utilisation de médicaments, c'est que c'est très controversé, encore plus au niveau de la santé mentale. Il y a beaucoup de personnes, on voit beaucoup de vidéos circuler sur les réseaux sociaux, etc., de personnes qui sont vraiment contre l'utilisation que ce soit en fait, tu les détailleras, là, je le parle sous couvert de notre psychiatre, mais de psychotropes ou d'autres médicaments qui peuvent altérer l'humeur. On dit que ça peut créer des trous de mémoire, que ça peut créer la dépendance. On parle de différentes choses, on les mélange ensemble. On dit que ça ne règle pas les problèmes de santé mentale, qu'au contraire, ça accentue les problèmes, que ça n'a jamais été prouvé qu'il y a des problèmes, il y a des troubles au niveau des débalancements, au niveau de la chimie du cerveau. Donc, j'aimerais vraiment qu'on parle de ces choses-là, mais juste avant de nous avancer plus en profondeur dans le sujet, je veux quand même déclarer ici qu'il n'y a personne qui a de conflit d'intérêt. Donc, il n'y a personne qui a jamais travaillé ici pour une compagnie pharmaceutique ou qui travaille présentement pour une compagnie pharmaceutique. Non, pas de conflit d'intérêt à déclarer. D'accord, moi non plus. Et je ne reçois pas non plus de revenus de qui que ce soit, Merck ou autre. Donc voilà, c'est dit pour les personnes qui pourraient penser qu'on est subventionné ou pas pour dire du bien des antidépresseurs. C'est pas du tout le but de cet épisode. Donc cela, maintenant étant réglé et étant dit, j'aimerais qu'on fasse un peu ce qu'on a fait dans le dernier épisode, donc de démanteler un après l'autre les divers mythes qui subsistent autour de l'utilisation des antidépresseurs, mais peut-être juste avant, nous expliquer c'est quoi un antidépresseur, quelles sont les classes, les types d'antidépresseurs, comment ça fonctionne dans notre cerveau, puis d'essayer vraiment, on va y aller dans la vulgarisation. Moi, j'ai fait un peu de neuropsy jadis naguère autrefois. Je pourrais essayer de vulgariser quand les choses sont un peu compliquées. Trop scientifique. Exactement. Mais voilà, donc allons-y avec ça déjà au départ. Qu'est-ce que c'est qu'un antidépresseur? Bon, un antidépresseur, c'est un médicament comme tout autre médicament. Donc, son rôle, c'est vraiment d'aller rétablir l'équilibre des substances chimiques du cerveau qu'on appelle dans notre jargon médical des neurotransmetteurs. Que ce soit la dopamine, que ce soit la sérotonine, que ce soit la noradrénaline. Donc, ce sont des neurotransmetteurs qui peuvent être impliqués dans la dépression. OK, d'accord. Maintenant, au niveau des différents types de médicaments qu'on va prescrire, qu'un médecin ou qu'un psychiatre va prescrire à ses patients, quels sont-ils? Quels sont les différents types, les différentes classes? Ouais, si on considère les antidépresseurs, donc c'est une grande famille, mais il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a différents neurotransmetteurs qui interviennent. Donc, les classes d'antidépresseurs vont agir sur ces différents neurotransmetteurs-là. Il y en a qui agissent principalement sur la sérotonine, qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, que nous autres, dans notre jargon médical, couramment, on dit des ISRS. Donc, c'est trop long à dire, inhibiteurs de la recapture, donc c'est trop long. On dit ISRS tout court, donc probablement il y a des gens qui peuvent connaître des noms, comme par exemple quand on parle de sertraline, on parle de citalopram ou de fluoxétine. Donc, ça, ce sont les noms génériques. Donc, c'est le groupe de la famille des ISRS.
excusez-moi, il y en a aussi qui agissent sur deux neurotransmetteurs en même temps, comme par exemple les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, qu'on appelle des ISRN, comme par exemple la venlafaxine, qui est un autre antidépresseur. Il y en a qui agissent sur la noradrénaline et sur la dopamine, comme le Wellbutrin, qu'on appelle les INDR. Donc, il y a aussi les antidépresseurs tricycliques, comme par exemple imipramine. Donc, c'est pas couramment qu'on va voir des gens qui prennent actuellement ces antidépresseurs parce que c'est pas des médicaments qu'on va prescrire en première ligne, c'est-à-dire en première intention. On va commencer par d'autres avant d'en arriver là. Donc, et puis il y a d'autres comme inhibiteurs de la monoaminoxydase, encore d'autres neurotransmetteurs. Ce sont des gros noms que vous n'avez pas besoin de retenir. Okay? Non, mais on l'espère bien. Si on veut se rappeler qu'il y a différentes classes d'antidépresseurs qui agissent soit sur la sérotonine, soit sur la noradrénaline, soit sur la dopamine, il y en a aussi qui peuvent agir sur deux neurotransmetteurs en même temps. C'est tout ce que vous devez retenir. Là, on entend sérotonine, dopamine. Il y en a certains que peut-être on a entendu ou on a une idée de comment ça agit dans notre corps ou ce que ça fait. Mais au niveau du cerveau, ces neurotransmetteurs-là, qu'est-ce que l'un fait par rapport à l'autre? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que là, si on nous donne des médicaments pour agir sur ces neurotransmetteurs-là, c'est que les médecins, la science médicale détermine qu'il y a un problème qui se passe au niveau du niveau, par rapport au niveau de ces différents neurotransmetteurs. Alors, explique-nous. Donc, c'est sûr que c'est pas besoin de retenir grand-chose par rapport à par exemple, c'est quoi un neurotransmetteur, comment ça agit, parce que sinon, je vais vous faire un cours de physiologie 101, c'est ça. Mais ce qui est important à retenir, c'est que dans notre cerveau, il y a des substances chimiques. Couramment, dans notre jargon médical, ce sont les neurotransmetteurs. Donc, la sérotonine, c'est un des neurotransmetteurs. Ce sont les différents. La sérotonine, la noradrénaline, la dopamine sont des neurotransmetteurs qui sont impliqués dans l'équilibre chimique du cerveau pour réguler l'humeur à différents endroits dans le cerveau. C'est grosso modo, quand cet équilibre-là quand il y a un débalancement, c'est là qu'on va avoir des symptômes au niveau de l'humeur comme des troubles dépressifs. D'accord. Donc, au fond, lorsqu'on nous prescrit un ou l'autre des médicaments, c'est on assume qu'il y a un débalancement au niveau chimique dans le cerveau et qu'il faut rétablir cet équilibre-là pour que la personne puisse recommencer à ressentir du plaisir, avoir plus d'énergie, etc., etc. Je voudrais faire un peu d'image. J'aimerais, Laudine, que tu m'écoutes bien pour que je n'aille pas dans tous les sens aussi. C'est que tu as entendu, Laudine, parler de recapture. OK? Ça veut dire que inhibiteur. Donc, ça bloque le fait qu'on reprend cette substance-là. Alors, quand on parle en pharmacologie, l'image qui nous permet de mieux comprendre un peu la dynamique des médicaments par rapport aux substances qui sont physiologiquement présentes, c'est l'image de clé et serrure. Ça veut dire que là, tu as ta serrure et puis tu as une clé. Ça peut être la dopamine, la noradrénaline, ça peut être... Mais quand tu mets un inhibiteur, il prend sa place puis ça empêche que ça soit capturé. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est un peu une image qui permet de mieux comprendre comment les inhibiteurs agissent. J'espère que tu as bien je suis contente. Super. Donc, dans cette explication-là, donc, ce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux, c'est que ça n'a jamais été démontré qu'au niveau de la dépression, par exemple, qu'il y a un réel débalancement des neurotransmetteurs, de la balance chimique, etc., que ça a été inventé pour qu'on puisse prendre plus de médicaments. C'est comment on appelle ça, une conspiration, un complot des compagnies pharmaceutiques. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement au niveau de la science par rapport à la dépression? Parce je pense qu'on va parler beaucoup plus de dépression que les anxiolytiques, quoi que ce soit. Mais... Donc, c'est sûr que dire qu'il n'y a aucune preuve scientifique qu'il y a un débalancement, je trouve que c'est poussé à dire quand même. Bon, mais c'est ce qu'on entend. Est-ce qu'il y a conspiration? Je ne peux pas aller dans cette avenue-là, mais les études qu'on a publiées, puis on se dit que ce sont des études qui ont été vraiment réalisées. Et crédibles. C'est ça. Donc, les études ont démontré qu'il y a un débalancement chimique au niveau du cerveau qui fait qu'on a des symptômes dépressifs. Cependant, c'est pas que comme je l'avais dit à notre dernière émission, donc des fois on peut avoir des symptômes qui ressemblent
d'allure dépressive sans que ça soit un trouble dépressif en tant que tel. Donc, ça peut faire que pour cette personne-là, c'est pas un antidépresseur qui va régler son problème parce que c'est pas comme une dépression biologique. C'est plus une situation quelconque. C'est un problème plus situationnel qui va faire que la personne va tomber dans un découragement et puis ça va ressembler à des symptômes dépressifs sans que ça soit un trouble dépressif biologique en tant que tel. Donc, c'est pas parce qu'on a des symptômes dépressifs qu'on est nécessairement en trouble dépressif. Je pense que c'est ça la nuance à amener qui va faire que pour une personne qui a une dépression biologique, ça prendra des antidépresseurs, mais pour une autre personne qui va avoir des symptômes dépressifs d'origine autre, d'origine psychosociale en lien avec une difficulté que la personne connaît dans sa vie, ça ne prendra pas d'antidépresseurs. Donc, c'est cette nuance-là qu'il faut apporter, je crois. Et si je ne m'abuse aussi, Claudine, de la ligne de démarcation que vous faites en psychiatrie, il y a la notion de temps aussi qui est importante à considérer. Donc, non seulement temps, mais aussi le niveau de sévérité aussi. Donc, si on prend une dépression légère, on ne va pas traiter ça de la même façon qu'une dépression sévère. Donc, c'est des nuances qu'il faut apporter. L'autre chose qu'on entend aussi souvent, c'est par rapport au fait que lorsqu'on prend des médicaments, lorsqu'on prescrit en fait des antidépresseurs, qu'ensuite on prescrit plein d'autres médicaments, donc un pour l'estomac parce que ça nuit à notre estomac, un pour pouvoir dormir parce que ça nuit au sommeil, etc. Donc on devient une pharmacie dès qu'on rentre dans le truc de... Donc qu'est-ce qui se passe là autour de ça là? Ce qui arrive, c'est qu'en général, la polypharmacie, quand quelqu'un prend plusieurs médicaments en même temps, c'est quelque chose qu'on décourage autant que possible. C'est pas parce que quelqu'un commence à prendre un antidépresseur que la personne va automatiquement avoir besoin d'un autre médicament. Parce que c'est comme prendre tout médicament. Le Tylenol qu'on prend tous les jours, ça donne des effets secondaires. Donc, tout médicament, il y a des effets secondaires qui viennent avec. Mais ce qui n'est pas recommandé, c'est de prescrire un autre médicament pour contrer ces effets secondaires-là. Parce que le médicament que tu prescris pour un effet secondaire, par exemple, d'un antidépresseur, ce médicament-là, lui aussi, il va induire des effets secondaires. Ce qu'on fait en général, comme par exemple dans la dépression, il y a différents symptômes que la personne peut avoir. Admettons, si on prend quelqu'un qui a des difficultés de sommeil, on peut prioriser un antidépresseur qui a un effet plus sédatif. Au contraire, au lieu d'avoir à donner à la personne un somnifère et un antidépresseur, on peut prioriser un antidépresseur avec un effet sédatif. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. On aide les symptômes dépressifs, mais on aide aussi la personne avec le sommeil. OK? Et puis, comme par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de fatigue, on peut donner un antidépresseur. On sait que ça va agir plus au niveau de la dopamine, comme le Wellbutrin, qui va donner un petit boost d'énergie à cette personne-là pour diminuer la fatigue et augmenter son niveau d'énergie. Au lieu on lui donne un antidépresseur et puis on va devoir donner quelque chose d'autre. Tout comme quelqu'un qui a des douleurs, comme les douleurs chroniques qui est en dépression, on va plus choisir un antidépresseur qui va plus avoir un effet sur la douleur. Donc, c'est pas parce que la personne prend un antidépresseur qu'il va nécessairement avoir plusieurs autres médicaments associés. C'est vraiment au cas par cas. Ça va dépendre d'autres comorbidités qui viennent avec. Là. C'est pas comme si c'est un tableau. C'est un classique. OK? D'ailleurs, ce qui est recommandé, c'est vraiment de ne pas prescrire trop de médicaments en même temps parce qu'au final, on ne sait pas qu'est-ce qui fait quoi. Oui, exactement. Donc, on peut continuer en fait avec les questions sur les mythes à défaire. Les antidépresseurs créent de la dépendance. En général, les antidépresseurs, de manière générale, ne causent pas de dépendance en tant que tel. C'est pas comme, si je prends l'exemple des benzodiazépines, comme Ativan, ou peut-être des noms que les gens ont l'habitude d'entendre. Ces médicaments-là sont connus pour créer de la dépendance. C'est-à-dire, quand on commence à les prendre, pour avoir le même effet. Par exemple, quelqu'un qui prenait Ativan 1 mg. Après un nombre de temps passé sur Ativan 1 mg, on prenait 1 mg, ça faisait l'affaire, OK? À un certain moment, ça prend qu'on augmente la dose pour avoir le même effet qu'on avait avec 1 mg. Donc là, il y a un effet de dépendance qui s'est installé. Mais avec les antidépresseurs, c'est différent. Okay. Donc, on commence la dose. C'est sûr qu'il y a une dose maximum qu'on doit atteindre, mais on n'a pas nécessairement besoin d'atteindre la dose maximum. Si, par exemple, si je prends un exemple comme ça, la sertraline, on peut arriver jusqu'à 200 mg. Okay? Mais si avec 100 mg,
les symptômes sont bien contrôlés, la personne peut passer vraiment beaucoup de temps sur 100 mg parce que c'est vraiment, on tient compte de la réponse clinique. Oui. Si avec 100 mg, les symptômes sont bien contrôlés, la personne arrive à avoir un bon niveau de fonctionnement, on n'a pas besoin nécessairement d'augmenter pour arriver à 200 mg obligatoirement. Okay. Parce que c'est vraiment selon la réponse. Mais je pense qu'en fait, là déjà, il faut clarifier les choses parce que y a certaines personnes qui mettent les benzodiazépines dans la même catégorie que les antidépresseurs. Donc, c'est quoi la différence entre un activant ou clonazepam. Merci, clonazepam et un antidépresseur, un Wellbutrin par exemple. Ouais, c'est quoi la différence? L'activant, c'est pas un antidépresseur, c'est un anxiolytique. Okay. Donc, c'est vraiment une classe à part, les benzodiazépines qui ne figurent pas parmi la classe des antidépresseurs. C'est vraiment, c'est une pomme et une... Ouais. OK. Donc, à ce moment-là, lorsque les gens disent que les antidépresseurs créent la dépendance, probablement qu'ils font référence beaucoup plus aux benzodiazépines, qu'on appelle aussi des fois la pilule du bonheur. Ou les pilules du bonheur, la petite pilule bleue. C'est laquelle la petite pilule bleue? Je sais pas, mais en tout cas. Mais je pense que je fais référence à un épisode de... quelque chose d'autre. Non, oui, c'est vrai, il y a aussi... l'autre pilule bleue. Oui. Mais je faisais référence à un épisode des Simpsons où Lisa Simpson, elle prenait des pilules, puis je pense qu'elles étaient bleues. Puis c'était la pilule du bonheur, là, elle flottait, mais je pense qu'ils ont fait croire que c'était un antidépresseur, mais en réalité, c'était probablement quelque chose d'autre. Mais ce qui arrive, c'est que je ne suis pas bonne dans les couleurs. C'est comme des fois, les patients m'arrivent et me disent qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Ah, telle couleur ou telle forme. Je ne suis pas très bonne là-dedans, dans les formes et les couleurs, parce que des fois aussi, ça varie d'une compagnie pharmaceutique à l'autre. Donc, je ne m'attends pas à savoir, par exemple, la sertraline de quelle couleur c'est. Donc, surtout qu'on ne les consomme pas. Ouais, c'est ça. Les antidépresseurs changent la personnalité d'une personne. Alors, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut dire par change la personnalité d'une personne, parce que quand quelqu'un qui est en la dépression en tant que telle entraîne des changements au niveau de l'humeur. Par exemple, quelqu'un qui était toujours souriant, de bonne humeur, quand la personne est en dépression, c'est plus la même personne. Donc, est-ce que c'est l'antidépresseur qui change la personnalité ou c'est la dépression en tant que telle avec les modifications qui viennent avec qui fait qu'il y a un changement, c'est plus la même personne qu'on reconnaît. Donc, mais c'est pas des choses qui sont prouvées scientifiquement que quand on prend des antidépresseurs, on n'est plus la même personne qu'avant. Je pense que peut-être que la personne, après un épisode dépressif, la personne a pris des antidépresseurs, mais n'est jamais revenue à son niveau initial. Il peut persister des symptômes résiduels qui peuvent faire que la personne n'a jamais regagné son niveau de fonctionnement antérieur, la même personne qu'elle était avant. Mais est-ce que c'est attribuable à la médication? Je ne crois pas. OK. Les antidépresseurs sont des stimulants ou des tranquillisants qui mettent la personne dans un état drogué. Je pense qu'il faut y aller au cas par cas, là, selon le profil d'effets secondaires. Comme je le disais tantôt, là, il y a des effets, des antidépresseurs qui sont plus sédatifs que d'autres. Donc, le but, c'est pas de rendre la personne zombie, c'est de traiter les symptômes dépressifs et de permettre à ce que cette personne-là puisse avoir un niveau fonctionnel. Donc, on ne veut pas droguer les gens, on veut les traiter. Donc, on y va à dose thérapeutique. Et selon la réponse clinique, comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas obligé d'atteindre la dose maximale. Si avec une faible dose, ça fait l'affaire, on garde la faible dose. Et parce que c'est comme chaque personne est différente, on n'a pas nécessairement le même degré de métabolisme. Il y en a une toute petite dose et puis ce sont des gens qui ne métabolisent pas rapidement la médication. Une petite dose fait l'affaire parce que ça reste longtemps dans le corps, alors qu'il y a d'autres personnes, on donne des fortes doses. Pourtant, c'est comme si on n'avait rien donné parce que ça métabolise tellement rapidement, le corps métabolise tellement rapidement la médication que... ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme quand on introduit un antidépresseur, c'est vraiment essai-erreur. Parce qu'on ne peut pas savoir telle personne, c'est telle façon que son corps va réagir. C'est vraiment essai-erreur. On y va bien entendu selon les lignes directrices. Qu'est-ce qui est recommandé en première ligne? Parce qu'en première ligne, ça veut dire en première intention, avec quoi on commence? Qu'est-ce qui est recommandé qui a le plus de niveau d'efficacité? On y va avec ce médicament-là. Et comme je l'ai dit, on peut y aller aussi selon le profil de symptômes que ressent la personne. Quelqu'un qui a des difficultés de sommeil, on peut choisir un antidépresseur plus sédatif, comme je l'ai dit. Donc, c'est ça. Donc, ça peut arriver que quelqu'un qui est plus sensible
Et puis, on lui donne, admettons qu'on ne savait pas comment la personne va réagir. On lui disait de prendre la médication le matin. Ce qui est recommandé, c'est que si on donne le matin et puis on voit que ça a un effet somnolent, la personne est plus ralentie, à ce moment-là, on change l'horaire de prise. On dit à la personne de prendre le soir de préférence. Parce que le soir, même si tu es un petit peu plus sombre, tu vas dormir. Donc, ça ne peut que faire du bien, de façon à éviter la sédation diurne pendant le jour pour que la personne ne soit pas justement en état zombie. On veut que la personne recommence à fonctionner, reprendre le travail. Si tu es amorphe, ça va être difficile. Donc, on tu conduis aussi, là. Donc, j'imagine que vous allez tenir compte du mode de vie aussi des patients. Ça veut dire que si c'est un patient qui travaille de nuit, il faut l'ajuster selon son chiffre de travail. Le jour, la même chose. Donc, et puis, en plus, il y a des tests sanguins qui se font régulièrement. Il y a des visites aussi régulières pour savoir c'est quoi la réponse au début. Et puis, au fur et à mesure aussi qu'on avance. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça. C'est au début, quelqu'un qui a un trouble dépressif, on introduit une médication. On a des visites quand même assez rapprochées dans les premières semaines pour que cliniquement, on observe qu'est-ce qu'on a comme réponse. Est-ce que la personne répond à la médication? Comment est-ce que la personne tolère? Parce qu'il y a des effets secondaires aussi qui peuvent arriver. Donc, il faut tenir compte de toutes ces choses. Et puis, une des choses aussi qu'on doit vérifier, si la personne est compliante. Bon, oui, bien entendu. Est-ce qu'elle prend les médicaments vraiment? Comme c'est prescrit. Ça, c'est autre chose. Les antidépresseurs ont un effet immédiat. Oh non, pas du tout. On ne s'attend pas à ce que c'est la pilule magique et qu'on prend, ça avale la seconde d'après. Non, ça prend environ 4 à 6 semaines avant d'avoir un plein effet. Donc, c'est pour cette raison que quand au contraire, c'est les effets secondaires qu'on a en premier. Les 2 premières semaines surtout, donc ça va être surtout des effets secondaires. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé d'augmenter rapidement les doses. Il faut attendre que le temps passe. Avant de dire que c'est inefficace, il faut vraiment s'assurer d'avoir bien essayé, comme tu as dit, que la personne a vraiment pris comme c'était prescrit régulièrement, tous les jours, pas quand je veux, je l'ai pris lundi, demain j'ai oublié, ok, là on est rendu jeudi, j'avais raté 2 doses, là je peux recommencer. Ouais. Et puis là on dit, mais non, ça n'a rien fait, mais est-ce que tu as pris à tous les jours? Et peut-être qu'on n'a pas attendu suffisamment de temps pour voir. Mais c'est ça, justement. Donc il faut attendre à peu près 4 à 6 semaines, bien que selon les études, quand dans les premières semaines, c'est-à-dire pas si tu prescris un antidépresseur et puis la personne te dit, ça a marché, ça va bien. Non, je pense pas que ce soit le médicament qui a fait ça. Ouais, c'est pas des miracles que ça fait. Donc, il faut attendre quelques semaines. Mais c'est comme 4 à 6 semaines. Mais en général, quand dans les 2 à 3 premières semaines, on voit qu'il y a un début d'amélioration, en général, ça veut dire que ça fonctionne. Okay. Mais c'est pas à son plein potentiel. Il faut attendre 4 à 6 semaines. Les antidépresseurs ont des antipsychotiques. C'est 2 choses tout à fait différentes. Des antidépresseurs et des antidépresseurs, c'est 2 classes de médicaments différents. C'est vraiment pas du tout la même chose. Donc, on mélange les choses. Non, les antipsychotiques sont des antipsychotiques. Les antidépresseurs sont des antidépresseurs. Sauf que les antipsychotiques ont des propriétés antidépressives aussi. Comme la mandragore. On prescrit des antipsychotiques dans des cas de dépression. Pourquoi? Parce que, oui, c'est la classe des antipsychotiques en tant que telle qu'on utilise quand on a des troubles psychotiques comme la schizophrénie, etc. Mais l'effet des antipsychotiques est dose dépendant. Comme à faible dose, on peut l'utiliser pour le sommeil, on peut l'utiliser pour l'anxiété, on peut l'utiliser pour les troubles de l'humeur comme la dépression ou la maladie bipolaire. Parce que c'est à dose élevée qu'on a la propriété antipsychotique en tant que telle. Peut-être que la personne qui a dit ça, elle était en dépression et puis on lui a prescrit un antipsychotique parce qu'on les prescrit aussi, surtout en potentialisation à des antidépresseurs quand l'antidépresseur ne fonctionne pas. Et puis la personne a pensé, mais un antidépresseur est un antipsychotique, mais c'est pas la même chose. Est-ce que pendant qu'on y est, là, tu peux faire un peu un survol de la différence entre une psychose et puis une dépression? C'est 2 choses différentes, tout comme dans la dépression, ça peut arriver qu'on ait des symptômes psychotiques. Okay? Donc, la psychose, c'est quand on est, si je veux y aller, j'essaie de voir comment, de bien vulgariser ça. C'est comme si on est déconnecté de la réalité. On a une réalité qui est propre. Quelqu'un qui est en psychose a sa réalité, qui est une réalité qui est différente
du commun des mortels. Donc, quand je dis déconnecté de la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui regarde quelqu'un qui est en psychose, la personne qui est en psychose, elle est normale. C'est toi qui n'es pas normal. Donc, parce qu'on a chacun notre propre réalité. Donc, sur quoi on va se baser pour dire que quelqu'un est en psychose? Quand on voit que la personne, dans son discours, c'est des propos qu'on va dire des propos délirants. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui sont basées sur la réalité, c'est des propos incohérents qui ne tiennent pas la route. La personne peut avoir toutes sortes de délires de grandeur, délires de persécution. Donc, penser la personne est méfiante, penser qu'il y a des gens qui lui veulent du mal. Donc, en plus des propos délirants, on peut avoir des hallucinations, soit des hallucinations auditives. La personne entend des choses qui n'existent pas. C'est des choses que seulement la personne entend. On peut entendre des voix parler alors qu'elle est dans une pièce, elle est seule, il n'y a personne d'autre et puis la personne entend des voix parler. Ou la personne peut voir aussi des choses qui n'existent pas, des hallucinations visuelles. Peut voir toutes sortes de choses et peut avoir une désorganisation dans son fonctionnement, dans son comportement, dans son quotidien. La personne n'arrive plus à fonctionner comme elle fonctionnait auparavant, même pour prendre soin de soi, pour prendre soin de ses choses, pour planifier, organiser ses choses. On voit qu'il y a une désorganisation dans le comportement, même pour ses soins d'hygiène. La personne ne se lave pas et puis, mais c'est correct, ne voit même pas le besoin de le faire. Donc, on voit qu'il y a un laisser-aller, il y a comme une désorganisation du comportement. Et c'est quoi la substance chimique qui est en train de... La dopamine. Et c'est surtout la dopamine qui intervient dans les cas de psychose. Alors, Nourdine, là, tu nous as expliqué ce que c'était que la psychose et puis la dopamine qui était plus en jeu. Et quelle différence tu fais avec la dépression? Oui, la dépression, donc c'est comme la dépression, les symptômes sont différents des symptômes de la psychose. Même si ce que j'ai dit pour la psychose, en fait, les premiers symptômes que j'ai décrits, on appelle ça des symptômes positifs. Pourquoi ce sont des symptômes positifs? Je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'on les attribue. Tout ce qui est hallucination, délire, désorganisation du comportement, on les appelle des symptômes positifs. Il y a des symptômes négatifs de la psychose qui peuvent ressembler à des symptômes de dépression, comme par exemple la personne n'a pas de motivation, ne veut rien faire, la personne n'a plus la volonté de faire des choses, il y a une certaine apathie qui s'installe chez cette personne-là, donc on appelle ça plus les symptômes négatifs de la psychose. Dans la dépression, qu'est-ce qu'on a surtout? On a l'humeur qui est dépressive, la personne peut être triste, pleurer tout le temps. Des fois aussi, dépendamment, surtout chez les jeunes, on peut ne pas avoir l'humeur dépressive, mais on a plus d'irritabilité. OK? Il y a aussi, dans notre jargon, on appelle ça de l'anédonie. Donc, c'est la capacité de la personne à avoir du plaisir dans des choses qu'elle avait l'habitude de faire, toutes ces activités de loisirs. Par exemple, avant, la personne avait beaucoup de plaisir à faire telle ou telle activité, puis c'est comme, il y a non seulement l'intérêt n'est pas là, mais même avec des stimuli, la personne n'arrive pas à avoir du plaisir dans des choses qu'elle savait faire auparavant. Il y a la concentration qui est atteinte aussi. Donc, il y a aussi le niveau d'énergie. La personne peut avoir un ralentissement au niveau psychomoteur parce que c'est comme le niveau d'énergie est tellement bas. Donc, il y a le sommeil qui peut être altéré aussi, l'appétit qui est altéré. Et il y a aussi des idéations suicidaires qu'on peut avoir dans les symptômes, dans la dépression. Ça, c'est la dépression classique. Mais ça peut arriver aussi que dans la dépression, on a des symptômes psychotiques qu'on appelle, dans notre jargon médical, une dépression. Avant, on parlait de dépression psychotique, mais dans la nouvelle nomenclature, on parle de troubles dépressifs caractérisés avec caractéristiques psychotiques. En tout cas, on a une association des deux. C'est ça, mais qu'est-ce qui va permettre de faire la différence? C'est parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'avait jamais eu de symptômes psychotiques auparavant, et puis alors que la personne a développé des symptômes dépressifs, durant cet épisode dépressif-là, la personne développe des symptômes psychotiques. C'est ça qui permet de faire la différence. C'est un trouble dépressif, une dépression psychotique, qu'un trouble psychotique pur en tant que tel. Et tu nous as dit aussi plus tôt qu'au niveau de la dépression, les neurotransmetteurs qui étaient engagés, c'était la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine aussi. Également, ça c'est un point commun avec la ouais, psychose. c'est ça. Sauf que dans la psychose, on a plus une augmentation de la dopamine. C'est l'augmentation de la dopamine qui entraîne la psychose. C'est ça. Tandis que dans la dépression classique, c'est plus une diminution de la dopamine. Donc, ce qui nous amène à nos médicaments. Alors, les médicaments que tu as décrits, par exemple les antidépresseurs,
quels sont les effets secondaires de ces médicaments-là? Ouais. Les effets secondaires qu'on peut avoir, donc c'est des effets secondaires qu'on peut avoir avec n'importe quel autre médicament, donc ça peut être au niveau digestif. Souvent, ce qu'on va retrouver, c'est des nausées, donc qu'on peut avoir des maux de ventre, des maux de tête, donc qu'on peut avoir avec les effets les plus courants. Ce sont surtout au niveau plus digestif qu'on va avoir les effets secondaires. Okay. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces fameux effets secondaires? Comment on les prend en charge? Mais c'est comme s'il n'y a rien de spécial à faire que d'attendre. Parce qu'on sait que on peut les avoir soit quand on commence la médication ou si on augmente la dose. On peut avoir des effets secondaires, on attend. Si on attend. Première journée, on a des effets. Parce que si on quelques jours, des effets secondaires, on arrête, on commence un autre, on va encore avoir des effets. Finalement, on va passer toutes les classes et puis on va se dire, mais finalement, il n'y a rien qui marche. Mais non, on a arrêté dès les premiers jours parce qu'on avait des effets secondaires. C'est sûr que si ce sont des effets secondaires qui sont intolérables, parce que comme j'ai dit, ça peut donner de la nausée, par exemple. Admettons que la personne a des nausées, la personne vomit et puis n'arrive même pas... c'est sûr qu'à un certain moment, on n'a pas le choix. Si les effets secondaires sont intolérables, on peut changer pour une autre classe. Parce que même si ce sont les mêmes familles, des fois, il y a c'est par exemple, si on prend la sertraline et par exemple la fluoxétine, les deux sont des ISRS. Mais on peut voir que quelqu'un réagit mieux à la fluoxétine comparé à la sertraline. Donc, on peut essayer de changer si les effets secondaires sont intolérables. Mais sinon, c'est le temps. On attend. Et puis, en général, après les 2 premières semaines, ça s'atténue avec le temps, donc c'est vraiment... Donc c'est vraiment le corps qui doit s'adapter à la médication. C'est ça. OK. Et si on choisit de ne pas prendre de médicaments, d'antidépresseurs ou autre chose, quelles sont les alternatives en fait à ça? Parce qu'on a le droit de décider. Oui, bien entendu. On ne prendra pas de... Effectivement, donc il y en a qui n'aiment pas ça, qui considèrent que qui considèrent qu'introduire quelque chose, une substance chimique, ils n'aiment pas ça, ils préfèrent y aller par d'autres alternatives. Les mesures non pharmacologiques sont toujours recommandées, surtout s'il s'agit d'une dépression légère à modérée. La psychothérapie, on en a parlé la dernière fois, donc c'est toujours de bons choix. D'ailleurs, c'est même recommandé en première ligne. Par exemple, une dépression légère, c'est la psychothérapie qui est recommandée d'abord. Quand je dis en première ligne, c'est vraiment la première chose qu'on fait. Donc, et puis si on voit que la personne investit bien sa psychothérapie, et puis une fois que malgré tout, ça fonctionne pas, et puis son état se détériore, ça augmente en intensité au niveau de la sévérité, là on peut quand même toujours revenir, parce que même si on ne veut pas avant, on peut toujours, c'est toujours matière à discussion, voir, faire une balance décisionnelle, voir les pour et les contre. Donc, si je prends, c'est quoi les pour, c'est quoi les contre. Donc, il y a la psychothérapie qu'on peut utiliser. Il y a aussi d'autres méthodes de médecine alternative, comme par exemple, il y a l'acupuncture qui est une méthode. Il y a la luminothérapie, surtout quand c'est des dépressions plus saisonnières, c'est-à-dire à l'automne ou à l'hiver, des gens qui ont tendance à des symptômes dépressifs. Donc, la luminothérapie, c'est une alternative. Le sport, ça peut aider aussi. Sur le sport, c'est l'une des choses... sur notamment la dopamine. Oui, c'est ça. Donc, ça a des impacts au niveau des neurotransmetteurs. Effectivement, le sport, c'est un bon moyen qu'on peut utiliser. Et puis, il y a aussi les produits naturels, comme par exemple le millepertuis, qu'on peut utiliser comme... surtout si c'est des dépressions. Sont vraiment probantes. C'est plus pour des dépressions légères, par contre. C'est pas comme quelqu'un qui a une dépression sévère et puis on a dit, mais prenez du millepertuis et puis revenez me voir. Et pour les dépressions légères, j'entends aussi parler d'art-thérapie, musicothérapie, animal-thérapie. Oui, toutes ces choses-là, ça peut être utilisé. Donc, c'est vraiment y aller. On y va avec la personne. On n'est plus, c'est pas comme avant, comme la médecine paternaliste, on impose, non, c'est la médication, il faut, et puis on y va avec. C'est sûr que le devoir du médecin, c'est d'expliquer. De façon à ce que la personne puisse prendre une décision éclairée. Donc, quand la personne choisit de ne pas prendre un médicament quelconque ou dans le plan de soins, la personne décide que c'est dans cette avenue, la personne doit être consciente, c'est quoi les pour, c'est quoi les contre de chaque décision pour que la personne puisse prendre une décision éclairée par rapport à... OK. Puis, est-ce qu'on devrait, si on a parlé la fois dernière des enfants qui étaient aux prises avec des idées suicidaires, etc., donc est-ce que c'est quelque chose qu'on fait de prescrire des antidépresseurs à des enfants? Ou est-ce qu'on devrait, ou si un médecin le propose, comment est-ce qu'un parent devrait
réagir par rapport à ça? Oui, les antidépresseurs sont également prescrits chez les enfants de la population pédopsychiatrique. Donc, en général, c'est pas ce qu'on va recommander d'abord. En première ligne, donc en première intention, ce qu'on recommande en général, c'est la psychothérapie. OK? Mais si la psychothérapie ne fonctionne pas, en deuxième ligne, on peut y aller avec les antidépresseurs. Donc, ce sont les mêmes antidépresseurs, surtout les ISRS. C'est ce qu'on utilise en première intention en général quand on commence des antidépresseurs chez les jeunes. C'est étudié et puis c'est prouvé scientifiquement que ça fonctionne. Sauf que des fois, ce qui fait peur aux parents, parce qu'on est comme tenu de le dire, parce qu'on parlait de choix éclairés, quand on prescrit, il faut aviser la personne de tout événement indésirable qui peut survenir suite à la prise de la médication. Ce que les études ont remarqué, jusqu'à l'âge de 18 ans, les antidépresseurs augmentent les idées suicidaires. Okay. Pas le niveau de suicide, pas le taux de suicide, mais les idées suicidaires. Okay. Donc, on est comme on le dit souvent aux parents quand on introduit un médicament, soit chez quelqu'un qui n'avait pas d'idées suicidaires, ça peut faire apparaître des idées suicidaires, ou quelqu'un qui en avait déjà, ou les augmenter. On donne l'avertissement aux parents et puis on leur demande d'être plus vigilants par rapport à ça. Mais en général, c'est bien toléré. Donc, on n'a pas vraiment à arrêter des antidépresseurs parce que ça a tellement entraîné de la détresse, des idéations suicidaires, mais c'est ce qui a été observé dans les études, que ça augmente le niveau suicidaire, mais pas le niveau de suicide, par contre. Il faut retenir ça. Et donc, cette augmentation-là, elle est perceptible, elle est vue dans les premières semaines, puis ensuite ça se stabilise, ou c'est tout au long de la prise de médicaments? En général, ça se stabilise. Là. Okay. C'est comme... ouais. OK. Puis, est-ce que on peut prétendre qu'un antidépresseur pourra guérir complètement en fait, là, on parle de dépression, donc est-ce que ça peut guérir complètement la dépression? Oui, on parle de rémission. Donc, c'est quand la personne arrive à atteindre le niveau de fonctionnement antérieur. Donc, même quand on guérit on est en rémission, ça peut arriver qu'il y ait des symptômes résiduels au niveau de la dépression, surtout la fatigue qui peut persister, des fois les difficultés de concentration qui peuvent persister. Donc, mais ça donne en général de bons résultats. Et parce que quelqu'un prend un antidépresseur, par exemple, on a commencé ça maintenant, ça ne veut pas dire qu'à vie, la personne va avoir à prendre un antidépresseur. Ce qui est recommandé, on introduit parce que la personne vit un épisode dépressif, on recommande après stabilisation des symptômes, on continue, dépendamment du profil de la personne, de comment la personne est, de 6 mois à 2 ans après, ou des fois 1 an, bon, comme je dis, c'est un intervalle, là, de 6 mois à 2 ans, on arrête. Et quand on arrête, bien entendu, il faut arrêter graduellement. Donc, progressivement, on fait la diminution, c'est ça. Puis, donc, quels sont les risques de récidive après le retrait du médicament? C'est des récidives, ça varie. Donc, plus la personne a des symptômes résiduels, par exemple, et plus la personne est à risque de rechute. Et plus les rechutes sont fréquentes, moins la rémission ou du moins plus la rémission est difficile. Comme par exemple quelqu'un dans une année qui a plusieurs rechutes, cette personne risque d'avoir une dépression qui est plus réfractaire aux médicaments. Donc quand la personne se remet de son épisode dépressif, moins il y a des symptômes résiduels, mieux c'est. Puis un meilleur pronostic. Juste sur cet aspect-là, si par exemple tu traites un patient qui est en période de rémission, tu passes ou tu inities un retrait thérapeutique et tout d'un coup il y a différents éléments stresseurs qui apparaissent dans sa vie, etc. Quelle serait ta réaction? Est-ce que tu proposes par exemple de prolonger la médication pour essayer de... Ce serait quoi tes alternatives thérapeutiques? En général, admettons que quelqu'un qui prenait des antidépresseurs et puis ça a commencé à bien aller, si la personne est dans une mauvaise passe, moi je leur dis toujours, je pense pas que c'est le bon temps pour enlever. C'est ça. OK? Donc on attend que la vague
passe. Et puis après, on peut, parce que la personne risque de replonger dans sa mauvaise passe. Et c'est à ce moment-là qu'elle vit un stresseur qui est quand même, surtout si c'est quelque chose de banal, ok, mais quand c'est un stresseur qui est vraiment important, on sait que ça va avoir un impact au niveau de l'humeur. Donc, c'est pas le temps de faire le retrait d'une médication, surtout si ça fonctionnait. Exact. Donc, on attend que ça passe avant de faire ce retrait. Très bien. Puis, est-ce que les électrochocs sont encore prescrits? OK. Oui, oui, c'est encore là. C'est sûr que c'est plus pour des dépressions réfractaires. Okay. Quand on a des dépressions réfractaires qui ne répondent pas à la médication, quand on a des dépressions avec des caractéristiques psychotiques aussi, comme on en avait parlé tantôt, c'est surtout chez ces personnes-là qu'on va prescrire les électrochocs qu'on appelle les ECT, électroconvulsivothérapie. Puis, comment est-ce que ça agit sur le cerveau de la personne? Est-ce que... il y avait une série qui passait dans les années 90 ici, là, une célèbre chanteuse québécoise qui avait eu à passer plusieurs électrochocs dans sa vie. Puis à la fin, là, on parle du début du siècle dernier, là, quand même. Mais elle était complètement lessivée. Elle était devenue comme une espèce en tout cas, elle n'est plus... Non, c'était un zombie, là. J'essaie de trouver la catatonie. Oui, exactement. Donc, elle était complètement vidée. En tout cas, elle avait de l'air de rien du tout. Et donc, c'est quelque chose qui nous fait peur dans notre imaginaire. Donc, est-ce que les pratiques ont changé depuis? J'imagine que oui. Bien entendu, parce qu'avant, là, c'est comme quand on regarde comment c'était fait, on va dire que c'était comme une méthode barbare. Je pense que ça reste en mémoire des gens qui ont l'habitude de voir des films sur les ECT. Sont traumatisés de voir comment est-ce qu'on traitait les gens. Il y a des gens qui pensent que de nos jours, on fait plus ça. Je me rappelle qu'une fois, j'étais en stage, et puis lors de mes études, et puis j'étais en stage à un hôpital, et puis, parce que pendant nos stages, on faisait des gardes aussi aux ECT, et puis ça se fait à la salle d'opération, à la salle de réveil, et puis je savais pas où se trouvait la salle d'opération. Dans quelle salle, disons, on allait faire les ECT, puis j'ai croisé quelqu'un qui travaillait pratiquement presque tout près du bloc opératoire, et je me disais, où on fait les ECT là? Personne m'a dit, hey, on fait encore ces choses-là. C'est moi qui allais, mais j'étais en retard, je voulais arriver là. Pouvez-vous me dire? C'est ça. Je ne peux pas vraiment vous expliquer. Là, mais les méthodes sont, comme avant, on le faisait à vif. Là, maintenant, c'est vraiment toute une équipe qui est autour de la personne. On fait ça sous anesthésie. C'est pas comme à vif comme on le faisait avant. Ça se fait vraiment sous anesthésie médicale. Les électrodes ont changé. C'est plus les gros... les gros plaques qu'on mettait sur les gens, donc c'est ça. Donc ça se fait avec une équipe. Il y a le psychiatre qui est là, il y a l'anestésiologiste qui est là pour endormir la personne, il y a l'infirmière qui est là, il y a l'inhalothérapeute qui est là parce qu'on protège les voies aériennes aussi quand on fait ça, quand on induit les convulsions. Donc c'est vraiment toute une équipe qui est là. Ça se fait, la personne ne ressent même pas, c'est pour ça qu'on donne l'anesthésie, la personne ne ressent même pas les convulsions. Non, c'est ça, parce que ça ne doit pas être douloureux, là. Et physiologiquement, c'est quoi le but des convulsions? Mais alors, ça vient du fait de voir que les gens qui faisaient de l'épilepsie, là, je ne vais pas entrer dans les détails, là, mais c'est parce qu'ils ont remarqué que les gens qui faisaient de l'épilepsie avaient moins de dépression. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de... Je ne me rappelle même pas du nom du psychiatre qui a inventé ça, en tout cas, bref. Mais si on induit des convulsions chez des gens qui font de la dépression, peut-être que ça va aider. Okay. Donc, d'où est venue les études pour voir, parce que c'est comme si on donne, c'est comme on fait un reset au niveau du cerveau, ok? Donc, c'est comme un choc électrique, un courant électrique qu'on envoie, et puis ça joue au niveau, c'est comme les antidépresseurs, ça joue au niveau des neurotransmetteurs pour rétablir l'équilibre chimique. Okay. Et quels sont les effets secondaires L'un des effets secondaires dont les gens ont souvent peur, c'est surtout, c'est plus à court terme, mais c'est au niveau de la mémoire. Donc, ça peut avoir des effets au niveau de la mémoire. On appelle comme un épisode d'amnésie. Mais parce que quand on donne les ECT, pas juste une fois qu'on le fait, c'est toute une série. Mais au fur et à mesure que les traitements se passent, la mémoire revient. On peut avoir des douleurs. C'est comme, même si on essaie de donner de l'anesthésie pour que la personne ne ressente pas, mais par la suite, on peut avoir des douleurs musculaires, par exemple. Donc, mais ce sont des effets secondaires qui passent. Comme en post-épilepsie, en fait, des gens qui ont des migraines ou bien des douleurs musculaires et tout.
des maux de tête Les aussi maux de qu'on tête, peut c'est ça, avoir c'est ça. Ça fait avec... pas migraine, plutôt maux de tête. ouais, c'est ça, avec les ECP. Donc, en conclusion, il y a quand même beaucoup de mythes qui subsistent encore autour de la prise de médicaments pour aider la dépression notamment et les autres troubles dont on a parlé un peu d'anxiété, mais surtout des troubles psychotiques. Et maintenant, en fait, d'après ce que tu expliques, il y a moins d'assistance des praticiens, que ce soit les médecins ou des psychiatres, à donner de la médication. Donc, si on ne veut pas prendre d'antidépresseurs, il y a toujours une façon d'en parler avec le personnel soignant pour trouver d'autres solutions qui nous conviennent mieux. Et puis c'est de voir aussi avec la personne pourquoi la personne ne veut pas. Est-ce que c'est en raison de ce que la personne entend, de ces mythes-là justement? Donc comment est-ce qu'on peut défaire ces mythes-là pour la personne? Parce que des fois les gens ont juste peur parce qu'ils entendent tellement de choses qu'ils ont peur, mais quand ils parviennent à avoir une bonne discussion avec leur médecin qui leur explique voici ce qu'est un antidépresseur, qu'est-ce que ça fait, voici les avantages, voici les inconvénients. Et puis ils voient que finalement il y a des croyances que j'avais qui n'étaient pas vraiment de vraies croyances et puis on finit par accepter tout comme il y en a qui non je veux pas. Mais c'est sûr que quand pour une dépression sévère, ce qui est recommandé en première ligne, c'est la médication. Parce que quand la dépression est sévère au point que la personne nécessite d'être hospitalisée ou la personne, si c'est vraiment à un niveau... non fonctionnel. C'est ça. Donc là, c'est comme l'exemple que tu donnais à l'émission passée. Tu disais qu'on t'avait dit que ça va marcher, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc si c'est une dépression sévère, là, et puis bon, à date, pour la dépression sévère, la médication, c'est ce qui est recommandé. Donc, c'est plutôt pour les légères qu'on peut avoir d'autres alternatives. Oui, légères, modérées. Bon, c'est sûr que la personne a toujours le droit de refuser, mais sauf que quelqu'un qui a une dépression sévère et puis qui refuse, là, maintenant, on est dans un autre sujet. Là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ouais. Il faut voir, est-ce que cette personne-là est apte à prendre cette décision-là? Est-ce que c'est un choix éclairé? Est-ce que la personne comprend en refusant le traitement? C'est quoi les risques? Parce que la personne a toujours le droit de refuser, mais il faut que ce choix soit un choix éclairé. Si la personne n'est pas apte à prendre cette décision, finalement, le choix n'est plus un choix éclairé. Et il faut savoir aussi qu'en psychiatrie, il y a même un aspect légal qui peut rentrer en ligne de compte. Ça veut dire que si la personne représente un danger pour elle, son entourage, notamment dans les cas de psychose, etc., et qu'elle refuse de prendre la médication, on peut aller en cours. Oui, c'est ça, tout, la raison d'aptitude. Donc, est-ce que la personne est apte à prendre cette décision pour elle-même? Okay, donc, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre dossier. Donc, merci pour toutes ces informations-là. On va conclure donc sur cette note. Avec la conclusion un peu du passage qu'on avait lu, on va faire un retour en arrière par rapport au conflit ou à la situation qui perdurait entre Rachel et sa sœur aînée Léa. Donc nous lisons dans Genèse 29, verset 31. Adonai vit que Léa n'était pas aimée. Donc Adonai vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde alors que Rachel demeurait stérile. Et ensuite, lorsqu'on retourne au chapitre 10, parce que je ne veux pas refaire toute l'histoire avec vous, mais c'était important de mentionner que l'Éternel avait vu la situation dans laquelle se trouvait Léa, qui était injuste pour elle, parce qu'elle était la première femme de Jacob, et que la situation était méprisante pour elle. Donc, pour diminuer le niveau de mépris, en fait, dans lequel elle se trouvait, il a favorisé en fait la fertilité de Léa. Et ensuite, au chapitre 30, où nous avons laissé la lecture tout à l'heure, je reprends le verset 17, donc Dieu écouta Léa et elle conçut et enfanta un 5e fils à Yaakov. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire car j'ai donné ma servante à mon mari. Alors elle l'appela Yikassar, salaire récompense. Léa conçut à nouveau et enfanta un 6e fils à Yaakov. Léa dit, Dieu m'a fait un merveilleux don. Maintenant mon mari vivra enfin avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela Zibouloun, vivre ensemble. Après cela, elle enfanta une fille et l'appela Dina, controverse sur les droits. Je vais m'arrêter là par rapport à la situation de Léa. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que par rapport à sa situation, Dieu a voulu
diminué le niveau de sa souffrance, il l'a rendue féconde. Et Léa continuait à espérer en fait que le fait d'être féconde, ça attirait son mari à elle. Et à un moment donné, elle a arrêté d'avoir des enfants. Elle a donné sa servante comme ça se faisait à cette époque-là dans les coutumes de cette période-là, de cette région-là. Et donc, elle a pu donner d'autres enfants par adoption à son mari. Mais sauf que son mari ne l'a jamais aimée comme elle aurait voulu qu'elle aime, malgré le fait qu'elle ait été féconde, qu'elle lui ait donné des fils et même des filles. Alors que Rachel, sa sœur, elle demeurait stérile. Et je voudrais juste ramener le fait que c'est pas Dieu qui avait rendu Rachel stérile. C'était pas une punition parce qu'elle était aimée ou quoi que ce soit. C'est juste que Dieu a vu la situation de Léa. Il l'a favorisée par rapport à une situation qu'il considérait injuste. Mais ensuite, dans le prochain verset, on voit que Dieu s'est quand même souvenu de Rachel. Il écouta sa prière et la rendit féconde. Donc, le fait que ces deux femmes-là se trouvent dans une situation difficile et méprisante à deux niveaux, l'une ne pouvait pas féconder et l'autre n'était pas aimée, que les deux ont recours à une drogue illicite, qu'on pourrait dire, pour soit produire la fécondité ou soit apaiser le mal-être et tout, ça n'a pas pu remplir l'inconfort ou la crise existentielle de la situation dans laquelle elle vivait. Donc, c'est bien de se rappeler aussi que oui, on peut prendre des médicaments pour nous aider, pour aider au niveau de ce qui se passe dans nos vies, qu'on peut chercher à pallier nos souffrances d'une façon X ou Y dans les sports, on parlait tout à l'heure, ou dans d'autres situations. Mais sauf que si on ne va pas au cœur, si on ne réalise pas le cœur du problème et qu'on ne cherche pas à le résoudre correctement, comme on l'a dit plusieurs fois au cours de cette série sur la santé mentale, bien, ces douleurs-là vont rester. Et même lorsque Dieu va se montrer présent pour pallier à la douleur, à l'humiliation et au mépris, on ne va pas le reconnaître parce qu'on n'a pas fait le travail de notre côté qui était nécessaire pour guérir de cette douleur-là. Puis je voulais juste amener cette conclusion-là parce que, encore une fois, souvent on va s'attarder, j'ai souvent entendu dire « Ah oui, Léa, avec Judas, elle a réalisé que c'était Dieu son salut, puis à ce moment-là, je louerai Dieu, etc. » Puis c'était la conclusion, alors que c'est pas vrai. Parce que lorsqu'on continue la lecture, on voit clairement qu'elle était encore dans cette compétition avec sa sœur, qu'elle était encore en souffrance, qu'elle était encore en train de trouver des façons de se rapprocher de son mari, et ça ne fonctionnait pas. Donc il y a vraiment un travail qui doit être fait au niveau de son expérience et avec Dieu aussi, pour reconnaître où se situe la douleur, puis guérir en fait cette douleur-là vraiment profondément. La transcender, exactement. Puis même avec Rachel qui va finalement réussir à enfanter et avoir des enfants, on voit dans les prochaines histoires que Rachel aussi, elle a d'autres choses à régler par rapport à ses croyances, par rapport à son intégrité et choses. Donc il y a plus que ce qu'on peut voir dans l'histoire de ces femmes-là. Il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer des fois, ce à quoi on s'attend, on pense que ça va régler la situation, alors que pas nécessairement. C'est pas là la récompense. Alors, même lorsque Dieu se montre fidèle envers nous et qu'il répond aux promesses, je pense qu'on a parlé la dernière fois, des fois, dans cette réponse-là, donc qu'elle a pu mettre au monde Joseph et Benjamin, ça n'a pas non plus réglé ce qu'elle avait à régler en dedans d'elle et par rapport au contexte qu'elle vivait. Donc voilà, c'est ce sur quoi je vous laisse aujourd'hui et ça conclut en fait notre série de 3 épisodes sur la santé mentale. Je vous remercie énormément d'avoir participé, d'avoir accepté de relever le défi puis de venir à ce micro pour parler de sujets quand même assez importants, difficiles aussi parfois, et de démystifier en fait beaucoup de choses, notamment entourant le suicide. On a parlé aussi de la souffrance que peut générer des fois les symptômes associés aux menstruations. On a parlé aussi aujourd'hui de tout ce qui entourait la prise de médicaments, etc. Donc merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Alors pour nous, c'est ce qui conclut aussi la saison
de podcasts pour cette année. Donc, je vous remercie d'avoir été fidèles et de nous avoir suivis. Donc, continuez à aller sur le site web, sur le blog. Si jamais vous avez besoin de ressources, d'aide, sur le blog, il y a toujours la page Onguent que vous pouvez consulter. Il y a une liste de soutien, de services, que ce soit au niveau chrétien avec des aumôniers, des pasteurs, etc., ou professionnels. L'ordre des psychologues et psychiatres est indiqué, les différents médicaments, hôpitaux aussi qui offrent des services plus adaptés aux communautés ethniques, etc. Donc tout y est. Je vous invite fortement à le visiter. Il y a aussi du contenu sur, comme je le mentionnais au dernier épisode, la lamentation et sur le suicide. Donc allez-y. Tout ça, c'est pour vous, c'est pour vous aider à avoir une meilleure santé mentale, puis pour ceux qui souffrent de maladies ou de troubles légers, qu'ils puissent avoir des ressources. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.